contrairement à la plupart des autres composants d'un ordinateur ou d'un smartphone, il y a un truc qui ne s'est pas beaucoup amélioré sur les 10 dernières années, c'est la batterie. Depuis 10 ans, quasiment aucune nouveauté, à part au niveau de la vitesse de recharge. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué d'améliorer les batteries ? Et surtout, pourquoi ça pourrait peut-être bientôt changer, notamment grâce à des nouvelles méthodes pour élaborer des matériaux encore inconnus. C'est ce qu'est parvenu à faire Microsoft AI avec un laboratoire aux États-Unis. Ils ont découvert un nouveau matériau candidat à la fabrication de batteries bien plus efficaces. Et vous allez voir que cette nouvelle méthode est étrangement assez similaire aux outils comme DALL-E ou Midjourney. On pourrait dire que ça n'a absolument aucun rapport. Pour tout vous expliquer, on accueille aujourd'hui Vivien Londe, ingénieur recherche chez Microsoft, avec qui nous sommes en collaboration commerciale à cette occasion. Merci Vivien. Et je vais effectivement vous parler de ce projet de recherche qui est assez fou. Peut-être pour comprendre vraiment le contexte, les enjeux, qu'est-ce que c'est une batterie en fait ? Donc on va avoir 2 électrodes, et puis il va y avoir un fil électrique entre les deux. Et quand la batterie est en décharge, quand elle est en fonctionnement, quand on l'utilise, c'est là qu'on va se servir de l'énergie. Donc on met soit une voiture, soit un ordinateur, un portable, peu importe. Et ce qui fait que cet appareil peut fonctionner, c'est que les électrons ils vont d'une électrode à l'autre. Et donc ce qui se passe, c'est qu'à chaque électrode, il y a une réaction chimique qui va avoir lieu, et c'est cette réaction qui libère de l'énergie qu'on récupère sous forme d'électricité. Sauf que le problème quand même, c'est que si jamais il y avait juste ce fil électrique, en fait, comme c'est des électrons qui vont d'un endroit à l'autre, très vite les électrodes, elles arrêteraient d'être neutres électriquement, parce qu'il y en a une qui perd tous ses électrons et l'autre qui gagne tous ses électrons. Donc il faut qu'il y ait un autre déplacement, et ça c'est un autre chemin en fait entre les 2 électrodes. Alors dans les batteries lithium-ion par exemple, qui sont très très courantes, il va y avoir des ions lithium qui font exactement le même chemin, mais qui passent pas par le fil électrique en fait, qui passent par l'électrolyte qui est dans la batterie en fait entre les 2 électrodes. Cet électrolyte, il va avoir tendance à être liquide. Il y a 2 problèmes à avoir cet électrolyte liquide. D'une part, il peut y avoir des fuites, et du coup ça peut créer des problèmes de contamination et autres. Et ça fait qu'il peut y avoir des dépôts en fait sur les 2 électrodes, des dépôts de lithium qui vont venir s'accumuler. On appelle ça des dendrites. Et quand il y en a trop, en fait, ça peut faire un court-circuit dans l'électrolyte où l'électricité se met à passer non plus par le fil comme ça devait le faire pour faire fonctionner l'appareil, mais dans l'électrolyte à l'appareil, et donc la batterie, elle est flinguée à ce moment-là. On a des contre-mesures, parce que d'ailleurs aujourd'hui, énormément de batteries sont au lithium-ion. Mais pour mettre en place ces contre-mesures, ça oblige à rajouter un peu de matière sur la batterie. Et donc, ça va l'alourdir un peu. Et du coup, si y a de la matière qui est là juste pour les contre-mesures, en fait, on perd en densité énergétique. C'est-à-dire qu'à poids fixé, on peut stocker moins d'énergie dans cette batterie. Parce qu'au bout d'un moment, si tu as une batterie qui est beaucoup trop lourde, il faut aussi la transporter. Donc, tu perds en efficacité et voilà. Donc, une idée qui est très étudiée en R&D, c'est de mettre des électrolytes solides. Donc, toujours ce matériau qui est dans la batterie entre les 2 électrodes, on le met sous forme solide. Et là, on gagne en densité énergétique. Donc ça, c'est très bien. Mais ça pose d'autres problèmes. Et notamment, quand on a un électrolyte solide, il risque d'y avoir une moins bonne conductivité, en fait. C'est-à-dire que les ions lithium, qui sont censés aller d'une électrode à l'autre, par l'électrolyte, ils passent moins vite. Et donc, vous vous en doutez, ce qui va se passer, c'est que ce projet-là de recherche entre Microsoft et PNNL, ils vont chercher à découvrir un nouveau matériau pour justement trouver l'électrolyte solide parfait, qui est à la fois une bonne conductivité et qui permet d'avoir une batterie avec une très bonne densité énergétique. Et donc ça pourrait décupler, par exemple, la batterie de mon iPhone. Pour le même poids. Pour le même poids, j'aurais plus de batterie. x2 exactement. Et pour la même taille aussi. Ça pourrait être bien mieux de ce point de vue-là, exactement. Alors, ce qu'on pourrait se dire naïvement, c'est que pour faire ça, pour trouver des électrolytes solides, on en connaît quelques-uns parce qu'il y a pas mal de R&D dessus. Et on pourrait se dire, on prend les matériaux qui existent déjà et on va essayer de remplacer tel atome par un autre atome qui a typiquement le même nombre de liaisons. On sait pour chaque atome combien de liaisons ils font, donc on peut faire des remplacements comme ça. Et puis, à chaque fois, on essaye de synthétiser ce nouveau matériau où on a tenté un remplacement. Et puis après, on fait tout un tas de tests en laboratoire, expériences, on voit si ça marche. Le problème de cette méthode, c'est que c'est très très long. Ils ont envisagé au départ 32 millions de matériaux pour essayer de trouver le bon électrolyte solide qui a toutes les bonnes propriétés. Donc pour synthétiser un nouveau matériau, si tout se passe bien, ça va prendre déjà une journée. Donc 32 millions de jours, si on teste 32 millions, voire plus, en fait, t'es déjà à quasiment 100 000 années. Alors une idée pour aller plus vite, c'est de faire des simulations numériques. En fait, avec un tel nombre de matériaux, on ne pourrait pas faire les techniques habituelles de simulation numérique
parce que même si ça va plus vite que synthétiser le matériau et après faire les expériences en laboratoire, c'est quand même assez coûteux, les simulations numériques de physique avec du calcul haute performance. Tu as besoin de tout un supercalculateur, tu as besoin d'avoir une grosse échelle de serveurs. Et en fait, pour la partie passer de 32 millions à 800 candidats, ça va être avec des modèles d'IA. Et donc en fait, les modèles d'IA, ils permettent de franchir encore un cap en termes de vitesse d'exécution. Alors là, pour ce projet en particulier, ils ont utilisé 1000 VM. Donc on voit que ça commence à être des machines assez costaudes. Ça représente quand même 70 heures de calcul sur les 1000 VM. Donc ça reste le gros des calculs. Mais c'est eux qui font le gros du filtre aussi, de prendre tous les candidats et d'éliminer ceux qui n'ont pas une bonne conductivité, ceux qui ne sont pas stables, etc. Donc il y en a plusieurs. Il y en a un dont j'aimerais parler en particulier, un modèle d'IA pour la science des matériaux comme ça, ou les simulations moléculaires. Il s'appelle Distributional Graph-Former. Et en fait, c'est de l'IA générative pour les matériaux ou pour les molécules. Comment ça marche ? En fait, Distributional Graph-Former, il faut lui donner en entrée une description de qu'est-ce qu'on va mettre dans ce matériau. Donc on lui dit, il va y avoir tel atome dans telle proportion, disons un peu de lithium, un peu de sodium, peut-être du chlore. Voilà, on lui donne quelques atomes, on lui donne un petit peu les proportions. Et lui, ce qu'il arrive à faire, c'est à en trouver la forme 3D. Et ça, c'est hyper important parce que c'est à partir de la forme 3D des matériaux, des molécules, qu'on comprend comment les molécules interagissent entre elles, quelles vont être les propriétés des matériaux. Donc ça peut être des propriétés thermiques, comment ils réagissent quand ils vont être chauffés, ça peut être des propriétés de conductivité, comment ils transportent justement les ions lithium par exemple, comme on en a besoin pour les batteries. Ça peut être plein de propriétés différentes, on a besoin de connaître la forme 3D. Avec Distributional Graph-Former, on peut avoir toutes les formes 3D possibles. Parce que ce qui se passe en fait, c'est qu'un matériau ou une molécule, il n'est pas statique. Il va avoir tendance à bouger un peu autour de sa position d'équilibre. Il fait sa vie, quoi. Il fait sa vie, ouais. T'as toujours un peu d'agitation thermique, tout ça bouge un peu. Et donc en fait, pour comprendre toutes ces propriétés, on a besoin de connaître non pas seulement sa forme la plus stable, mais toutes ses formes et de pouvoir donner une probabilité à chacune de ces formes. Et donc c'est ça que Distributional Graph-Former est capable de faire. Alors, comment il arrive à faire ça ? En fait, donc je vous ai dit, c'est de l'IA générative. En fait, c'est même un modèle de diffusion. Donc là, si je parle de, par exemple, DALL-E ou Stable Diffusion, tous ces modèles pour des images 2D, un modèle de diffusion, ce qu'il va faire, c'est qu'il va apprendre à déflouter des images. Donc on part au départ d'une image parfaite, plein d'images parfaites, et puis on va leur mettre des niveaux de flou de plus en plus importants. Pour entraîner le modèle. Pour entraîner le modèle, absolument. Et le modèle doit apprendre à retrouver l'image de départ à partir d'une version un petit peu plus floutée. Au début, il n'y arrive pas très bien, et puis il s'entraîne, il y arrive de mieux en mieux. Et en fait, on va le faire pour des niveaux de flou de plus en plus violentes. Et ça, c'est absolument magique, parce qu'à la fin, on donne au modèle une image qui est entièrement constituée de flou, et en étape par étape, en enlevant le flou comme ça, on arrive à une image qui ressemble aux images qu'on rencontre tous les jours, quoi. Donc, côté Distributional Graph-Former, il va se passer exactement la même chose, mais avec des atomes. Donc l'équivalent du flou en mode science des matériaux, molécules, c'est de faire bouger un petit peu la position des atomes. Donc on part d'un matériau ou d'une molécule qui existe, on connaît exactement la position 3D des différents atomes, et puis on les fait un petit peu bouger, ça c'est un petit peu de flou. Le modèle apprend à retrouver la structure initiale, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il soit entièrement entraîné. Et là, on peut lui donner tous les atomes à des positions aléatoires, exactement, tous centrés sur le même point. On le met sur la table, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, on utilise le modèle de diffusion dans le sens inverse. Ça enlève le flou et ça recrée des molécules comme ça. Et donc, bien sûr, si on donne une nouvelle composition d'atomes, on arrive à avoir un nouveau matériau. Dingue. En fait, ce qu'on arrive à faire, c'est en mettant les atomes tous au même endroit, ou en mettant des pixels aléatoires au début, à retrouver, dans un cas, un matériau viable, et dans l'autre cas, une image qui ressemble à quelque chose. En fait, il y a une petite subtilité à cet endroit-là qui va expliquer pourquoi DALL-E ou Stable Diffusion, on peut leur donner un prompt en entrée. On peut leur donner du texte et ils vont créer une image qui correspond à ce texte. Et là, en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que parmi toutes les images qui existent, si on mettait des valeurs aléatoires à chaque pixel, on n'aurait typiquement pas du tout une image qui ressemble à quelque chose. Une image qu'on aurait pu dessiner ou prendre en photo, ça arrive très rarement en fait. Donc, si on pense dans l'espace des pixels, le sous-ensemble des images qui ressemblent à quelque chose, vous voyez ce que je veux dire, il est tout petit en fait. Et ça fait que le modèle de diffusion, il n'est pas très efficace si on le fait tourner directement sur l'espace des pixels.
Donc, une méthode qui fonctionne bien, c'est de compresser l'information en calculant une représentation de l'image, mais qui n'est pas du tout sous la forme que nous, on aime bien, sous la forme de pixels. Par exemple, ça peut être juste 1500 nombres qui représentent le sens de cette image. Qu'est-ce qu'on va y voir dessus? Et donc, si on a cette représentation compressée pour les images et qu'on a aussi une représentation compressée comme ça pour le texte, en fait, il y a la possibilité d'essayer d'aligner les deux. Et c'est ça qui va nous permettre de générer une image qui correspond à un certain prompt. Et alors, comment les chercheurs alignent les deux? Ils partent de beaucoup d'images dont on connaît la légende, et puis ils font en sorte que la légende et l'image qui sont associées correspondent à des représentations compressées qui sont égales. Côté molécule, atome, c'est la même chose. Donc, si on repense à Distributional Graph Former, il va y avoir aussi la possibilité de conditionner sur les propriétés qu'on a envie d'avoir à la base. Donc, c'est-à-dire que tu peux, tout comme avec un modèle de diffusion d'image, tu peux demander telle ou telle typologie d'image, un paysage ou un style de graphique, etc. Là, tu peux mettre dans un prompt des propriétés de ta future molécule, c'est ça? Alors oui, bon, on peut pas demander tout et n'importe quoi non plus, Okay. Mais il y a moyen de raffiner un petit peu et de lui demander mieux qu'un matériau aléatoire, c'est ça que je veux dire. Et donc, c'est comme ça qu'on peut mettre en place le filtre qui nous faisait passer de 32 millions de candidats. En fait, on élimine tous les matériaux qui sont pas stables, il en reste que 500 000. Et puis après, ça descend comme ça et on en garde que 800 qui sont les plus prometteurs. Alors, il y a quand même besoin de faire l'étape calcul haute performance sur ces 800-là, parce que les modèles d'IA, on le sait, parfois il peut y avoir des erreurs. Donc, on est sur le compromis temps-précision. On a tout misé sur le temps, en fait, avec les modèles d'IA. Ah oui. On veut que ce soit le plus rapide possible, mais sur la sous-sélection la plus prometteuse, on refait tourner les calculs plus précis, donc là, calcul haute performance. Et en fait, la partie calcul haute performance, ce qu'elle permet de faire, c'est de faire les calculs de physique, justement. Donc, des calculs, on fait un petit peu des approximations, on ne traite pas tous les électrons dans leur subtilité quantique et autres. Mais il y a quand même des résultats assez bons. Donc, une méthode qui est beaucoup utilisée, c'est Density Functional Theory. Et ben là, en fait, les calculs qui vont être faits, ça va être dans un premier temps des calculs de structure électronique. Donc vraiment, une fois que les atomes, on a décidé de où ils étaient, il faut comprendre comment le nuage électronique va se mettre autour. Ce qu'on fait, c'est qu'on modélise l'électron en donnant uniquement sa probabilité d'être à tel ou tel endroit. Donc à partir d'un état initial et des fonctions de la physique et des équations de la physique, on sait prédire les états suivants. Voilà. Mais du coup, ça prend beaucoup de puissance de calcul, j'imagine. Voilà, c'est ça. Alors là, il y avait 1000 VM, 1000 machines virtuelles, et ça a pris 10 heures. Alors que pour la partie 32 millions à 800 avec les modèles d'IA, et ça a pris 70 heures. Donc c'est quand même beaucoup plus rapide pour les modèles d'IA parce qu'ils ont traité 32 millions de candidats. Et avec les techniques de calcul haute performance, tu passes des 800 à 23 en l'occurrence candidats matériaux. Il se trouve que sur les 23, il y en avait 5 qui étaient déjà connus, donc on n'en parle pas. Donc il en reste 18. Et sur ces 18-là, en prenant des critères, disons, de prix, de à quel point le matériau est rare, les atomes sont rares, etc., on arrive à en sélectionner un seul. Et le candidat qui a été retenu, qui a passé tous les filtres et qui est peut-être le futur des batteries avec un électrolyte solide, il va être constitué en l'occurrence de sodium, de lithium, d'yttrium et de chlore. Donc voilà, dans des proportions peu importe lesquelles. Mais c'est celui-là le candidat le plus prometteur qui a été retenu. La perle rare. Et est-ce que ça, du coup, il a été synthétisé Et voilà, ils ont été jusqu'à le synthétiser. Et maintenant, ils font les tests pour voir si ce matériau, il passe l'industrialisation. Ils ont commencé à faire quelques tests. De le passer dans la vraie vie, en fait. Le sortir des ordinateurs. Et... On n'est pas encore à l'industrialisation, le passage à l'échelle, tout ça. Et donc, peut-être que ça va être celui-là qui sera dans toutes les batteries du futur. Peut-être pas. On n'est pas sûr encore. Moi, je trouve que c'est pas ça le plus important. Finalement, dans cette histoire, ce que j'ai envie de retenir, encore plus que peut-être qu'on a trouvé le matériau pour les batteries, c'est la méthodologie que je trouve absolument folle. On voit tout de suite qu'en changeant d'échelle comme ça, on augmente drastiquement nos chances pour les batteries, mais aussi pour plein d'autres domaines, en sciences des matériaux, en recherche de nouveaux médicaments. Enfin voilà, les applications sont assez variées, de chercher de façon plus efficace. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille vivement d'aller voir notre interview de Alice et Bob. C'est une boîte française qui est en train de révolutionner l'informatique quantique. Si vous avez jamais vraiment compris ce qui était en train de se passer, allez voir ça, c'était dans cette vidéo.